Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et chers collègues, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ce n'est pas ni un privilège, ni un honneur de prendre la parole ce jour pour examiner une loi qui aurait pu être une loi comme toutes les autres, mais une loi avant laquelle nous avons dû prendre une minute de silence pour certains de nos compatriotes qui ont trouvé la mort, qu'ils soient des bons citoyens et même des mauvais. Mais c'est des concitoyens qui ont perdu leur vie, en fait à cause d'une simple phrase, une malheureuse phrase, une assassine incise qu'on a bien voulu mettre dans la loi. Mais étant donné que c'est notre devoir, nous allons passer cette loi en revue. Et nous allons dire au vice-premier ministre ce que nous pensons de cette loi qu'il vient de présenter. Ma première observation, Monsieur le Président, pourquoi toutes les lois importantes, extrêmement importantes, je voulais dire, surtout les lois à connotation politique, comme la révision de la Constitution, comme la loi électorale et d'autres, pourquoi on nous les présente toujours en catastrophe? Pourquoi on nous les présente toujours en session extraordinaire et toujours à la dernière semaine? La révision de la Constitution, nous l'avons examinée, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille de la fin de la session. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 jours de la fin de la session extraordinaire, et c'est là que nous devons examiner un texte d'une si grande importance. Est-ce que c'est une façon de nous empêcher ou alors de nous priver du temps pour bien réfléchir, pour bien discuter, pour bien découvrir ce qui est dedans? Ou c'est simplement des malheureuses coïncidences? Monsieur le vice-premier ministre, j'aurais besoin d'une réponse, même si avant ce n'était pas vous, malheureusement ou heureusement, ce sont les institutions, c'est la continuité des services publics, et vous devez répondre même de ce qui s'est passé. La deuxième observation. J'ai douté beaucoup lorsque j'ai lu le texte à la 3e page. Parmi les objectifs de la présente loi, le point numéro 1, on disait que c'était organiser l'enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de l'enregistrement périodique. Et le diable loge dans les détails. C'est effectivement
de là que vient la confusion. Parce que c'est que le directeur général de l'ONIP vient de dire ici, il a même utilisé le terme recensement administratif. Alors, comment le recensement administratif devient l'enregistrement permanent des électeurs? Vous lisez, vous faites circuler. Et si l'enregistrement désormais devient ou doit être une opération permanente, ce qui est normal du reste, pourquoi une élection doit-elle lui être subordonnée? Monsieur le Président, ce n'était que des questions préalables. Ma réflexion porte sur l'article 8 principalement, mais la même disposition qui pose problème a été aussi utilisée à l'article 12, à l'article 192 et à l'article 208. Probablement il y en a d'autres, je n'ai pas tout enregistré. C'est la fameuse question de l'identification des populations. Mais avant d'en arriver à l'article 8, j'ai lu à l'article 5, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez dit que désormais les Congolais de l'étranger peuvent voter, ce qui est une avancée. Nous l'avons réclamé, nous l'avons demandé ici, devant ce micro, aux concertations nationales et dans d'autres forums. C'est une réponse. Mais vous dites qu'ils doivent être détenteurs d'une carte d'identité, en plus d'une carte consulaire. Alors je me dis, si nous, qui sommes au pays, nous n'avons pas de carte d'identité, alors ceux qui sont à l'étranger, comment les auront-ils? Nous déjà ici, on n'a pas de carte d'identité. Et vous dites que les Congolais de l'étranger, pour voter, ils doivent avoir une carte d'identité. De quelle carte il s'agit? C'est la même carte d'électeur ou vous estimez qu'en 2016, il y aura déjà eu une carte d'identité et tous les citoyens l'auront déjà eu, y compris ceux qui sont à l'étranger. Encore qu'on peut se demander pourquoi les Congolais de l'étranger ne peuvent participer qu'aux élections présidentielles. Si c'est une avancée de reconnaître leur droit de vote, est-ce que ce n'est pas le moment de penser aussi à leur représentation au-delà des élections présidentielles? À l'article 6, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez dit que vous avez parlé de listes électorales. Et vous dites que c'est une amélioration que les listes électorales soient affichées. Vous en avez parlé dans quelques dispositions, que les listes électorales soient affichées à l'avance, qu'il y aura même prise de connaissance de ces listes. Au besoin, on va même faire des recours, et vous avez donné des délais. Mais juste pour mémoire, je me souviens qu'en 2011, il y a des listes qui ont été affichées la veille. Il y en a qui ont été affichées tard la nuit, à 22h, à 23h, d'autres à minuit, alors que les élections
commencé le matin de ce jour-là. Pour celles qui ont été affichées après minuit, donc c'est 4-5 heures après que le vote avait commencé. Vous pensez que cette fois-ci, il y aura un miracle pour que vous puissiez vraiment afficher les listes électorales avant, 30 jours avant, 60 jours avant, pour que les électeurs puissent prendre connaissance non seulement de là où se trouve leur nom, de leur bureau de vote, ainsi de suite. Si cela n'était pas un rêve, j'allais fortement m'en réjouir. Mais j'ai peur qu'il arrive qu'on rêve debout. Article 8. Monsieur le Président, pourquoi lier les élections présidentielles au recensement? Ce qui m'étonne, c'est qu'en suivant le vice-premier ministre, même en suivant le directeur général de l'ONIP, les explications qu'il donne démontrent que ça ne devait même pas avoir de rapport. En fait, en vous suivant, je penserais que la conclusion sera de dire cette phrase qui tue les gens, on la retire. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous nous dites. Quand vous dites qu'à l'exposé des motifs, je venais de le dire, vous affirmez que l'enregistrement des électeurs est une opération permanente, au lieu d'un enregistrement périodique. Et c'est de ça qu'on a besoin, effectivement. C'est pour prendre en compte les anciens majeurs non enrôlés et les nouveaux majeurs. C'est la révision du fichier électoral. C'est l'enrôlement. Et, monsieur le vice-premier ministre, dans votre mot introductif, à la page 6, jusqu'au début de la page 7, vous l'avez affirmé, que l'identification sera permanente. Alors, une identification permanente que vous devez revoir chaque jour, pourquoi y subordonner une opération ponctuelle? Pourquoi? Le recensement, vous voulez savoir combien nous sommes? Alors, s'il y a un citoyen qui n'est pas encore recensé, les élections doivent s'arrêter. En fait, je vais utiliser un terme, je n'aime pas être discourtois, mais il y a une phrase qui montre qu'il y a quelque part une escroquerie. Je vais vous le démontrer. En 2006, je crois, ou 2011, je ne me souviens plus très bien, au Kasaï, on a refusé de se faire enrôler. On a refusé de se faire enrôler. Alors, en 2006, s'il arrivait qu'une pareille chose se fasse encore, à quoi vont servir les résultats du recensement? À entendre le directeur général de l'ONIP, c'est comme s'il n'y aura plus d'enrôlement. C'est lui qui donne la liste à la CENI. Alors là, ce n'est plus le recensement. Parce que votre recensement, vous-même vous dites, c'est un recensement et des Congolais qui sont au pays, et des Congolais à l'étranger, et des étrangers au pays. Alors sur quelle base vous allez maintenant faire la liste électorale? Le recensement, en tant qu'opération administrative, est une excellente chose. Personne n'est contre ça. Mettons-nous d'accord. Ceux qui ont demandé le recensement, c'est leur droit et on le confirme. Personne n'est contre ça. On en a besoin pour savoir combien on est. On en a besoin pour savoir combien d'étrangers ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. On en a besoin pour connaître l'évolution de la démographie. On en a besoin pour la planification.
On en a besoin pour les cartes d'identité. On en a besoin pour d'autres motifs. Mais que vient faire le recensement avec les élections présidentielles? On peut encore comprendre que le recensement ait un lien avec les élections législatives. Je peux encore comprendre. Pourquoi? Parce que pour les élections législatives, on a besoin de déterminer le nombre de sièges par province, par circonscription, la répartition de sièges. On a besoin de connaître le poids démographique. Je peux comprendre. Mais les élections présidentielles, la circonscription, c'est toute l'étendue de la République. On a besoin de quotas. Pour former le gouvernement, on doit déterminer le quota de ceux qui ont voté le président. On a besoin de quoi aux élections présidentielles pour passer par le recensement? On a besoin de quoi? Pour déterminer la province qui a beaucoup pesé pour qu'un président soit élu. Parce que pour les élections présidentielles, la circonscription, c'est toute l'étendue de la République. Et désormais, son extension, ça veut dire les ambassades. Alors, le recensement va jouer quel rôle ici? Je vais vous donner une autre preuve. Monsieur le vice-premier ministre, à quoi vont servir les personnes identifiées, les personnes recensées, mais non enrôlées aux élections présidentielles? Est-ce que les personnes identifiées, les personnes recensées, mais non enrôlées, vont-elles voter? J'ai besoin d'une réponse. Peut-être que je suis en retard. C'est possible. Encore que là où on a besoin véritablement du recensement, du poids démographique, de manière particulière pour les élections législatives, quand je vais à l'article 115, on se limite aux données démographiques actualisées. Là où on a besoin de la répartition de sièges en suivant le poids démographique, aux élections législatives, article 115, on se limite aux données démographiques actualisées. Et l'incise de l'identification de la population, je ne l'ai pas vu. Je peux avoir mal lu. C'est possible. Mais j'aurais besoin que vous puissiez m'aider. Et c'est pour ces raisons, Monsieur le Président, que nous pensons en fait que les gens sont en train de mourir. Il y a tous ces désordres, tous ces dégâts pour une phrase qui n'a pas beaucoup d'importance dans ce que nous voulons faire. Même dans la vision que vous avez. Je commence à me demander si ce n'est pas par erreur que vous avez mis cette phrase. Parce que les deux opérations peuvent se faire, mais sans être liées. Ça veut dire quoi? On peut continuer avec l'enrôlement pour les élections, le nettoyage du fichier électoral pour régler la question des électeurs flottants, la fiabilisation des listes, on peut procéder par différentes manières, l'audit, ainsi de suite, et procéder au recensement pour toutes les autres raisons évoquées, mais sans y lier les élections. Est-ce que la commission électorale peut en profiter? Bien sûr. La commission électorale peut en tirer profit. Elle peut tirer les informations. Si elle peut tirer des informations, tant mieux. Et c'est possible, elle peut le faire.
mais sans y être subordonné. Ça veut dire, là où l'ONIP sera arrivé, la CENI peut recourir à ces données, mais sans en faire une obligation, sans en faire une condition. Mais la CENI peut recourir à tous les autres services de la nation. Mais justement, le fait de subordonner les élections à ça, c'est là où nous pensons que soit c'est une erreur, et vous allez nous le dire, l'erreur est humaine, on peut la corriger et avancer. La CENI peut tirer profit parce que vous-même vous avez donné le tableau. En principe, selon les données qui étaient à notre disposition, le Katanga n'était pas la province la plus peuplée, si je ne m'abuse. Mais aux élections 2011, elle a été, je crois, elle a eu le plus grand nombre de sièges. Donc, la CENI peut en tirer profit, mais en faire une condition. C'est même pour cela, monsieur le vice-premier ministre, que je vous demande de revoir, même dans la façon de communiquer. Moi, je suis très triste quand je vois, à longueur de journée, on est en train de faire passer des personnes qui ont demandé le recensement il y a 8 ans. On fait passer les images de Tshisekedi qui dit qu'il faut absolument qu'il y ait le recensement et d'autres. Mais c'est une demande d'il y a 8 ans. Donc vous voulez nous dire que toutes les fois que nous allons faire des réclamations, vous ne penserez à réagir que 8 ans après, et en ce moment-là, quand ça vous plaît, et vous commencez à utiliser les images d'il y a 8 ans, je trouve ça, excusez-moi, ridicule. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser ce genre de coupe de médias. Vous assumez ce que vous voulez faire et utiliser ça, je trouve ça pas du tout correct. Pas du tout correct. Il y a 8 ans. Concluez. Monsieur le Président, je voulais dire qu'il existe une loi sur l'enrôlement des électeurs. Qu'est-ce qu'elle devient par rapport à vos déclarations, vous deux? Faut-il rappeler que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI de 2010, à son article 10, stipule, je crois que la CENI, qu'elle découpe les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées. En fait, la phrase existait déjà. Mais le mal, justement, c'est l'incise que vous avez ajoutée de l'identification de la population. Et je veux simplement dire, Monsieur le Président, et je vous prie, Monsieur le Vice-Premier ministre, par amour et pour l'amour pour le Congo, que vous puissiez, en vous levant, retirer cette phrase. Et vous allez voir que les choses vont redevenir normales. Et ici et en dehors. Surtout qu'elle ne vous apporte et n'apporte rien à la République. Sinon, si vous ne le faites pas, je demanderai simplement aux collègues de rejeter cette loi. N'allez pas jusque-là. Le débat commence seulement. Parce que je ne vais pas revenir, Monsieur le Président. Non, vous n'allez pas revenir. Les autres sont encore là. Mais... Oui, mais ils ne vont pas dire ce que je pense. Non, mais n'ajoutez pas ce que vous avez ajouté. Laissez le débat se poursuivre. Vous m'avez demandé de conclure, oui. Et je suis en train de conclure, oui, et c'est une partie de ma conclusion. Si vous ne retirez pas cette phrase, après toutes ces explications, j'espère que c'est moi seul qui risquerait de croire que ce que les médias disent est vrai, qu'il y a plutôt autre chose. J'ai lu hier dans la presse des journaux qui disaient que le glissement est désormais, je ne sais pas comment ils ont dit, consommé. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, Monsieur le Vice-Premier ministre,
ne glissez pas. Parce que, même si telle était votre volonté, même si tel était votre calcul, je vous en supplie, ne glissez pas. C'est une mauvaise idée. Vous savez pourquoi? Généralement, ceux qui glissent, nombreux tombent. Et ceux qui tombent, nombreux se cassent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable